RMC, Entre les poteaux. Christophe Cessieux. Salut à tous, le grand moment approche et oui, dans moins de 2 semaines maintenant débutera la période la plus excitante de la saison de rugby et ce tournoi destination qui, malgré son âge vénérable, continue de nous faire tourner la tête. Un tournoi qu'en 5 saisons passées à la tête des Bleus, Fabien Galthié n'a réussi à remporter qu'une seule fois. Grand chelem à la clé, c'était en 2022. Un bilan jugé un peu maigre au vu du talent de la génération Dupont. Alors, les Bleus vont-ils retrouver cet hiver le chemin du succès dans le tournoi au vu des résultats en Champions Cup ces dernières semaines? On pourrait se montrer optimiste. Faut-il l'être pour autant? Eh bien, on va en débattre dans un instant. On va aussi tâcher de décortiquer les forces en présence, notamment celle du tenant du titre, l'Irlande, qui recevra l'Angleterre et la France et visera un 3e succès consécutif dans le tournoi. Peut-on vraiment espérer battre les Diables Verts dans leur jardin de la Viva? Beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses. Ça tombe bien parce que des réponses, il en a plein la besace. Philippe Saint-André est de la partie aujourd'hui. Comment ça va, mon Philippe? Super. Tu as vu que quand on passe au niveau international, on fait appel quand même. C'est très sympa, vous m'appelez. Voilà, on fait appel au taulier. Un plaisir d'être avec vous. Ça me rappelle nos grandes années d'entre les poteaux version télé. Hein. C'est vrai, tout à fait. Bon, c'était pas le même studio. Mais... Ah ouais, mais il était pas mal. Il y a le maquillage, il n'y a plus le maquillage. Ah non, on n'est plus maquillé. Maintenant, c'est terminé. Pourtant, je pense qu'on en aurait plus besoin qu'à l'époque. Non, t'es toujours aussi beau. Heureusement, on a des jeunes parmi nous qui sont là avec leurs compétences et leurs jeunes années. Pierre Thévenet notamment qui rentre d'une tournée triomphale en Angleterre. C'était bien, tu t'es bien gelé les fesses. Castres au Saracen, c'était froid. Oui. C'était une belle victoire. Est-ce que tu étais à Manchester? Non, ça c'est Monsieur Arnaud Souk qui a eu le droit à cette chance-là. Moi j'étais au Saracens Castres. Il avait l'air de faire bon show. On était bien, on était vraiment bien. Ah, ça y est. Il est également de la partie, mais lui, évidemment, l'hiver, il reste au chaud dans le Languedoc. Il ne va pas non plus se risquer à trop se geler. Julien Landry est avec nous. Salut Julien. Salut à tous. T'es aussi jeune que le tournoi, mon Christophe, de toute façon. Ah oui, 1882, la première édition, t'as raison. Mais bon, il n'y avait pas l'équipe de France. Moi, je suis presque aussi jeune, aussi vieux que le tournoi des 6 nations. Hein, voilà. Né en 2000. Et puis, vous noterez quand même aujourd'hui l'absence du taulier. Et oui, interrogé le sélectionneur la semaine dernière, l'a éreinté. Il en peut plus. Du coup, il sèche ce lundi. Rassurez-vous, c'est pour la bonne cause puisqu'il passe sa journée, Wilfried, aujourd'hui au Media Day qui précède chaque année le début du tournoi. Tu as vécu cette expérience, ça sert à quelque chose? C'est bien de rencontrer les capitaines et les sélectionneurs que tu vas affronter dans le tournoi, Philippe? Ou ça ne sert à rien? C'est beaucoup de photos, beaucoup d'interviews. C'est surtout pour... au niveau des sponsors, c'est important, mais c'est vrai que pour toi, souvent, sélectionneur, plus le capitaine, tu perds une journée et demie, alors que tu es dans une période de préparation. Mais bon, après, c'est bien fait, c'est bien organisé, et puis ça fait de belles photos pour vendre le 6 nations, même si le 6 nations... On n'a pas besoin de le vendre. On n'a pas besoin de le vendre. Oui, parce que tout le monde, on voit que les capitaines se mettent en tenue, ils font la photo en short et tout, c'est magnifique, hein, c'est bien organisé. J'espère que Wilfried sera en short lui aussi, et qu'il aura de belles photos à nous montrer. Tout de suite, nous plongeons donc dans l'ambiance magique du tournoi et de ces grands matchs qui chaque année nous tiennent dans la laine. Le tournoi Destination, c'est de l'émotion à l'appel, c'est du suspense, parfois un peu de tristesse et quelques grands bonheurs. Le tournoi, c'est ça, tout simplement. C'est terminé. Victoire de l'Irlande, 38-17, 5 essais à 2 pour les Irlandais qui prennent le bonus offensif. C'est terminé. Match nul entre l'Italie et la France. C'est la folie. Twickenham s'est levé comme un seul homme. Un drop sur la sirène de Marcus Smith. Victoire 23-22 de l'Angleterre qui inflige à l'Irlande sa première défaite dans le tournoi. Allez, on dégage en touche. C'est fini. La victoire des Bleus. C'est fini. On a gagné. Victoire 17-13. Difficile après ce match contre l'Écosse, mais quand même ils tiennent leur victoire dans le tournoi, la 2e en 2 ans, privé du Grand Chelem la semaine dernière contre les Anglais, mais les Irlandais s'impose et reste la meilleure équipe d'Europe à défaut d'être la meilleure équipe du monde. Voilà, et on compte bien vibrer à nouveau aux exploits du 15 de France et des autres. L'équipe de France qui entamera donc sa compétition le 31 janvier au Stade de France face au Pays de Galles, qui n'est plus évidemment l'épouvantail qu'il était il y a encore 5 ans en arrière. On en parlera dans quelques minutes. Des Bleus qui sont rassemblés depuis dimanche soir à Marcoussis pour préparer ce tournoi, sauf Fabien Galthié évidemment et son capitaine, qui sont partis donc pour le Media Day. Fabien Galthié et son staff qui s'inquiétaient comme toujours de ce dernier week-end de compétition
préparation avant le stage de préparation. Est-ce qu'ils avaient des raisons de s'inquiéter, Julien? Quel est le bilan au niveau de l'infirmerie de l'équipe de France? Ils s'inquiétaient surtout de la journée du dimanche où quasiment 30 des 42 internationaux étaient mobilisés entre le match de Toulouse, le match de Bordeaux et le match de Toulon. Et on va dire que, un petit tribut a été payé par l'équipe de France ce week-end. Incertitude autour de Louis Biel-Biarré, même si on ne connaît pas la gravité de sa blessure. Il y a un problème de vertige lié à un problème à l'oreille interne, donc pas appelé pour le début du rassemblement, mais ça ne veut pas dire qu'il est forfait pour le premier match contre le Pays de Galles. Il passe des examens complémentaires pour savoir exactement ce qu'il a, mais il n'est donc pas convoqué cette semaine, parce qu'on rappelle que là, cette semaine, c'est un rassemblement à Marcoussis. Les joueurs 19 seront libérés mercredi, avant de vraiment basculer sur le match du Pays de Galles la semaine prochaine. Donc il n'est pas appelé pour cette semaine, mais il pourrait être appelé la semaine prochaine. Par contre, celui qui ne sera pas convoqué, c'est Romain Taofifinois. Gros coup au genou reçu contre le Racing, et déjà remplacé par Guillard, le deuxième ligne de Lyon, qui n'a toujours pas rejoué lui depuis le dernier tournoi, et Louis Biel-Biarré remplacé par Tixeron, le flanqueur clermontois, parce que beaucoup d'incertitudes devant. Mais on va dire que voilà, c'est un moindre mal pour l'équipe de France ce week-end. Seulement 2 pépins à signaler côté des Bleus. Ouais, malgré tout, Philippe, l'incertitude concernant Biel-Biarré, c'est quand même un gros coup dur au vu de l'état de forme étincelant de l'arrière de l'UBB ces dernières semaines. Ce serait quand même un coup dur de ne pas pouvoir en profiter. Ouais, surtout qu'il avait été excellent avec l'équipe de France sur les tests de novembre, avec l'absence de Penaud. Après, la bonne chose... Penaud, il est plutôt en gamme, là. La bonne chose, c'est que Penaud est en forme avec 6 essais sur un match en Champions Cup. Après, il y a Gaël Dréan aussi qui vient de rentrer et qui a un peu le même profil que Biel-Biarré, c'est-à-dire quelqu'un de rapide, quelqu'un d'élégant, quelqu'un de finisseur, quelqu'un qui va très vite, qui est aussi bon dans les duels aérien. Après, Biel-Biarré, il ne s'est pas blessé lors du match. Il avait des problèmes de vertige à l'échauffement. Yannick Bru a préféré ne pas le mettre sur le terrain. Donc, je ne pense pas qu'il est complètement éliminé. Comme Julien a expliqué, là, il fait des tests à Bordeaux. Et si les tests sont bons, on peut le voir à Marcoussis sur le fin de semaine. Il y a toujours Mathis Lebel, Mathis Lebel qui n'a pas non plus été convoqué par Fabien Galtier sur cette liste-là, qui pourrait aussi malgré tout revenir dans la liste si jamais Villiers, le forfait de Biel-Biarré. Et Gabin Villiers est là, donc oui, je me disais Mathis, Villiers est là, mais Mathis Lebel lui n'a pas été appelé, il pourrait être appelé, pourquoi pas. Il y a du monde. C'est aussi la beauté de. C'est pas un poste en déshérence. Non, il y a du monde et ça permettrait. S'il n'était pas là, Gabin Villiers retrouverait son aile gauche de prédilection, Damien Penaud serait à droite. Mais je pense quand même que son absence ferait beaucoup de mal aux Bleus, parce que en novembre, on avait presque l'impression qu'ils avaient un peu adapté leur jeu aussi à sa présence en envoyant très vite le ballon à l'extérieur, en faisant beaucoup ces coupes en profondeur. Et quand il met 10 essais en 14 sélections, on peut se dire quand même que voilà. Oui, mais sincèrement, quand tu vois quand même le premier match, c'est contre les Gallois. Les Gallois, ils sont complètement en slip, en tongs. Ils gagnent plus un match. Ils gagnent plus un match depuis on peut gagner le Pays de Galles avec Villiers. Ils gagnent plus un match depuis 2 saisons. Ils sont en grande difficulté en Coupe d'Europe, donc sincèrement, moi, Fabien Galtier, je pense pas qu'il est trop inquiet sur le premier match. Non. Au contraire, peut-être c'est aussi le moment de laisser souffler, de laisser souffler et de mettre Gaël Dréan, parce que Gaël Dréan a le même profil, il va très vite, donc sur les chasses, il peut être aussi dangereux si c'est pas plus, et donc de trouver une solution supplémentaire, tout en sachant qu'il aura besoin de Biel-Biarré sûrement à Twickenham lors du deuxième match. L'autre préoccupation, Julien, concernait les piliers de l'équipe de France, dont la forme et l'état de santé sont plus ou moins fluctuants. C'est pour ça aussi que Fabien Galtier avait convoqué un paquet de piliers de première ligne. Est-ce qu'on a un peu plus d'assurance après le week-end passé? Est-ce que, puisque Antonio a joué 50 minutes, je crois, avec La Rochelle, est-ce qu'il sera en mesure de tenir sa place face au Pays de Galles? C'est vrai qu'on n'est pas inquiet sur les ailiers, on est plus inquiet sur les piliers. Tu l'as dit, c'est la première fois depuis que Fabien Galtier est sélectionneur qu'il a appelé 4 piliers droits, 4 piliers gauche, 8 piliers sur 42 joueurs, preuve de la grosse incertitude. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont encore blessés, on pense à Tatafou qui n'est pas là, des joueurs qui sont à peine en train de revenir à la compétition, Cyril Bay qui a joué une demi-heure ce week-end mais qui a repris il y a seulement 3 semaines avec le Stade Toulousain, Jean-Baptiste Gros qui a repris également ce week-end 50 minutes, tu l'as dit, pour
Antonio. 50 minutes également ce week-end à Trévise avec un gros strap au niveau du genou, un gros strap au niveau de la cheville, mais il est sorti sans boiter, donc il a évidemment rassuré l'équipe de France. Mais c'est vrai que c'est un poste où on va imaginer qu'à gauche on va partir avec Jean-Baptiste Gros et Cyril Bay qui auront donc à peine 3 matchs dans les jambes, et à droite Antonio est donc le leader incontesté, le patron à droite, et derrière on pourrait donc avoir la surprise, on va en parler peut-être de Rabah Slimani, rappelé à l'âge de 36 ans, qui pourrait être là, mais en tout cas aucun pilier n'a semblé défaillant. Mais c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, la mêlée française est en grande difficulté, et que les problèmes de blessures ne doivent pas rassurer Fabien Galtier. C'est vrai que cette équipe de France, cette première ligne, parfois elle est étincelante, parfois elle éteint ses adversaires, et la fois d'après, elle se fait bien bouger. Donc on a du mal à avoir des certitudes, hein, Philippe, sur les premières lignes de l'équipe de France, sur les piliers notamment. Bah oui, parce que les tauliers ou sont absents ou sont pas à 100% avec des petits problèmes de blessure. Hein. Vous l'avez expliqué, Winnie Antonio qui est quand même le taulier, le titulaire, celui qui normalement fait 50 minutes. Cyril Bay est en train de revenir. Mais après, la bonne nouvelle, c'est Rabah Slimani. Rabah Slimani a trouvé de la jeunesse en trouvant le soleil en Irlande. Après le brouillard à Clermont-Ferrand au pied du Puy-de-Dôme. Donc, il revient en forme. Et sincèrement, ça rentrait en Coupe d'Europe contre La Rochelle, où il a explosé le jeune pilier gauche. Oui. Et hier, ce week-end contre Basse, il provoque un carton rouge contre Beno Bano, son vis-à-vis, 2 cartons jaunes en mêlée fermée, ce qui est rarissime. Donc sincèrement, ça ne serait pas étonnant de voir Rabah Slimani être un impact player, finir pendant 20 minutes, une demi-heure. Alors Fabien Galtier, il a des incertitudes en première ligne, mais pour moi, le poste où il est le plus inquiet, c'est le poste de numéro 5, c'est-à-dire le seconde ligne solide, puissant, parce que actuellement tu as que Flamand, Flamand n'est pas dans le même rôle, mais évidemment. Et il y a Meafou, heureusement. Tao vient d'être blessé. Paul Villemc, on sait qu'avec ses problèmes de KO, il ne peut plus jouer au rugby actuellement. Donc là, Tuilagi est blessé. Alors là, il a fait venir Mathias Alagahu. Comment on dit? C'est bien. Au moins, ça ne nous change pas entre Philippe et Toulonnais. Mais voilà, c'est le seul joueur, on va dire, qui a un profil vraiment de 5, c'est-à-dire de puissant. Parce que sinon, tous les autres secondes lignes sont des secondes lignes plutôt hybrides, comme disait Olivier Roma, des cotons-tiges. C'est-à-dire, c'est des secondes lignes qui sont capables de jouer, bien sûr, derrière le pilier gauche, mais qui sont aussi capables de finir en troisième ligne, qui sont des joueurs aériens, qui sont des sauteurs. Et par contre, il faut... À l'image de Flamand qui a fait un match fantastique ce week-end. Voilà, mais il faut une poutre à côté. Il faut une poutre à côté pour aussi se structurer sur les ballons portés. Et donc, c'est, pour moi, actuellement, le poste qui est le plus en difficulté, c'est le 5. Et on peut voir actuellement, moi j'en cherche aussi, c'est le poste qui est le plus cher. Le plus cher dans le top 14, c'est les secondes lignes 5, les gros profils. Avant, il y avait des Sud-Africains, même on a pu voir dans les provinces sud-africaines, ils n'en font plus. L'usine est cassée, le moule est cassé. Et c'est vraiment le poste où l'équipe de France, et heureusement qu'on a Meafou, et heureusement que Meafou n'est pas blessé actuellement. Il en est où, Willemc, d'ailleurs, à Montpellier? Il a encore 3 mois. Il est arrêté de nouveau 3 mois. Non, mais il est en fin de contrat au mois de juin. La fin de Paul Villemc est très proche. Là. On retarde très clairement l'échéance avant de lui annoncer que ça sera compliqué, à mon avis, de reprendre le rugby, parce qu'on rappelle que ce dernier KO contre le Stade Français, c'est un choc que beaucoup de joueurs de rugby prennent actuellement, et que voilà, il est aujourd'hui très très fragile, et qu'on l'a reprolongé 3 mois jusqu'au mois d'avril avant de prendre une décision, en sachant qu'il est en fin de contrat à Montpellier et que ça va être sûrement très compliqué pour lui de poursuivre sa carrière et en France et avec l'équipe de France. Juste une question, Philippe, sur ce deuxième et troisième ligne, parce qu'on a une troisième ligne qui est au contraire très dense et qui saute pas beaucoup. Si c'est par exemple Cross, Boudéan et Aldrit qui jouent, est-ce que d'avoir 2 deuxièmes lignes un peu plus aériens, un peu plus légers, qui puissent être des solutions en touche aussi, ça peut être une autre solution pour Fabien Galtier? Toi, tu n'as jamais joué pilier droit. Ah, pas du tout. Parce que le pilier droit, il veut un mec de 130 kilos derrière lui. Il veut pas un second ligne aérien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mêlée, c'est de la biomécanique,
C'est le pilier droit à l'impact, il prend plus d'1,2 tonne sur l'impact, donc il a besoin d'un seconde ligne derrière lui très puissant, et souvent aussi le troisième ligne le plus solide, on le met au cul du pilier droit. Donc bien sûr, après tu peux finir un match avec 2 secondes lignes, on va dire a priori plus aérien, profil 4, mais sincèrement, et Fabien Galtier, tous ces grands matchs, toutes ces grandes victoires, c'était un paquet d'avant à 6 remplaçants, avec une seconde ligne complète, et c'était ou Tao Fifenua, ou à un moment donné, Chaluro qui a fait ce job-là, quand on a gagné l'Afrique du Sud à Marseille, où on récupère une pénalité sur mêlée à la 69e ou 71e minute, qui nous fait vraiment passer devant, et là, pour l'instant, alors il y a ce jeune Toulonnais, mais il n'a aucune certitude au niveau international. D'ailleurs, on vient d'apprendre, Christophe, que Romain Tao Fifenua est remplacé à l'instant par Anthony Gelonche. La preuve que c'est difficile de trouver un deuxième ligne, parce que du coup, Tao est remplacé par Anthony Gelonche, le Toulousain, qui est donc appelé pour rejoindre l'équipe de France à la place de Gelonche, il était déjà là, Gelonche. Non, mais là, il est non, l'équipe de France vient d'annoncer. J'ai reçu le même mail que toi. Changement. Anthony Gelonche, il est forfait. Forfait. Gelonche est forfait. Tao revient. Forfait. Romain Tao revient. Donc c'est bon, tout va bien. Tout va bien pour Tao du coup. Non, mais tu vois, on vient d'apprendre. Donc Gelonche forfait, Tao revient. Donc le genou va mieux. Par contre, Anthony Gelonche, vraiment, il est poissard au niveau des blessures. Mais donc tu vois, Philippe, on a trouvé la solution. Tu vois, tu t'es inquiet, ça y est, la solution est trouvée à l'instant. En live. Mais donc, tu vois bien que la problématique de Fabien Galtier était plus le poste de 5, parce qu'à partir du moment où tu as eu un troisième ligne qui s'est blessé, il a fait revenir Tao. Je pense que Tao a dû faire des tests médicaux ce matin, et donc il a eu le feu vert du docteur et du chirurgien et du préparateur. Il avait remplacé un ailier par un flanqueur aussi d'un autre côté hier, donc voilà, il y a de la ressource. Une équipe de France qui enregistre également le retour dans les 42 de Mathieu Jalibert. L'épisode malheureux de l'automne dernier semble terminé. On rappelle que l'ouvreur bordelais avait quitté le groupe. Voilà, Fabien Galtier s'en est expliqué cette semaine. Jalibert, lui, est ravi de retrouver les Bleus. Il l'a dit à Nicolas Paolorsi hier après le succès impressionnant de l'UBB face aux Sharks. Très heureux. C'est cool de remonter là-bas. C'est toujours important pour nous de monter, d'être dans le groupe et de pouvoir préparer un tournoi des destinations. Je pense qu'il y a une forme d'excitation. J'étais pas surpris. Le staff échange beaucoup avec nous. Ça vient, je pense, récompenser aussi mon travail, donc content. Content, Jalibert. Il sera peut-être moins content au moment à l'annonce de l'équipe, parce que moi je pense qu'il sera plus 24e ou 25e. Parce que, est-ce qu'il va l'accepter? Apparemment, il a été prévenu. Oui, mais à partir du moment où il dit qu'il a beaucoup de plaisir de retrouver le soleil de Marcoussis, ça veut dire qu'il va accepter ce poste de 24e, 25e, parce que automatiquement, Ntamak va être titulaire, Ramos va repasser à l'arrière, et Ramos sera le remplaçant au poste de demi d'ouverture, avec ce qu'il a démontré lors des tests de novembre, surtout en plus avec les problématiques qu'on a expliquées, des piliers qui n'ont pas 80 minutes, des secondes lignes non plus. Je vois bien Fabien Galtier faire un banc à 6 avant 2-3 quarts, tout en sachant qu'au niveau des 3 quarts, on a Antoine Dupont qui est polyvalent, Ramos qui est polyvalent, et etc. Et on a beaucoup de joueurs polyvalents. Et pour Mathieu Jalibert, il a l'air d'avoir été prévenu. Fabien Galtier disait dans le Midi Olympique ce matin qu'il l'avait appelé avant le rassemblement, qu'il avait expliqué sur quoi il partait, et que Mathieu Jalibert lui a dit qu'il voulait venir. Donc a priori, il n'y aura pas de souci. En attente, en réserve de la République. En backup. Mathieu Jalibert. Pour le reste, les entraînements à haute intensité devraient apporter les dernières réponses aux questions du staff des Bleus, qui n'a pu récupérer le gros de ses troupes que ce lundi, puisque la plupart des sélectionnés étaient sur les champs de bataille ce dimanche, alors que les provinces irlandaises, étonnamment, ont toutes joué samedi quand même, Philippe. Il y en a quand même qui ont... Qui c'est qui organise l'organigramme, etc. Alors l'Irlande, justement, on va en parler parce qu'elle est considérée à juste titre comme la favorite de ce tournoi, dont elle est, on le rappelle, double tenante du titre. Les Irlandais qui en plus bénéficient, comme tous les 2 ans, d'un calendrier favorable, puisqu'ils recevront chez eux à l'Aviva leurs 2 rivaux les plus costauds, à savoir l'Angleterre dès la première journée, puis la France le 8 mars prochain. Avec un tel calendrier,
tu peux quand même nourrir quelques ambitions, Philippe, non? Voilà, une troisième victoire dans le tournoi. C'est eux les favoris du tournoi, pour toi? Alors, sur le calendrier, oui. En plus, on leur a fait un calendrier qui est bien. On sait que les Irlandais ils sont en difficulté lors de la 3e semaine. Eux, ils jouent 1 semaine, 2 semaines, repos, et après, ils reçoivent les grosses équipes. Donc, sincèrement, le calendrier a été très, très bien fait pour eux. Après, moi, j'ai quand même des doutes. D'abord, c'est pas Farrell, leur entraîneur. Parce que lui, alors c'est incroyable, parce qu'en France, on n'accepterait pas ça. C'est qu'il se prépare, lui, pour les Lions britanniques qui vont partir en Australie. Donc, il va regarder tous les matchs de destination. Donc, il n'entraîne pas l'Irlande. Donc, c'est déjà son adjoint. Simon Easterby. Voilà. Et deuxièmement, sincèrement... Qui est avec lui dans le staff depuis longtemps. Hein, oui, mais bon... Il peut lui passer un petit coup de fil quand même. Oui, mais si Fabien Galtier partait et qu'on disait c'est Patrice Arletta qui maintenant gère les Bleus, ça ferait parler. Donc, ça arrivait souvent quand il était à Montpellier. Donc, le boss n'est pas là. Deuxièmement, je trouve pas les provinces irlandaises aussi bien que les autres années, que ça soit physiquement. Avant, physiquement, ils dominaient toutes les autres équipes. Là, actuellement, ceux qui dominent physiquement, pour moi, c'est Bordeaux et le Stade Toulousain. Deuxièmement, à part le Leinster, le Munster est en grande difficulté. Ils se sont qualifiés malgré tout pour les 8e. Ils sont qualifiés. Tout le monde s'est qualifié avec cette formule. Tout le monde se qualifie. Les Stade français, quand même. Et le Racing. Les tests de novembre n'ont pas été de grande qualité. Ils se sont fait bouffer, becter contre les All Blacks. Tu avais l'impression qu'ils auraient pu jouer 3 jours et qu'ils ne pouvaient pas gagner. Donc oui. Derrière, ils battent l'Argentine, les Fidji, l'Australie. Oui, mais l'Argentine, dans les dernières minutes, avec un arbitrage très gentil, parce que les Argentins étaient dans des temps forts, et il y a une action qui dure 2 minutes 30, ils peuvent récupérer 3 fois la pénalité, et à la fin, l'arbitre donne une pénalité pour les Irlandais à 10 mètres de leur ligne. Donc sincèrement, alors oui, sur le calendrier, mais moi, je mettrais bien une pièce sur l'équipe de France, parce que l'équipe de France actuellement, quand tu vois les joueurs, c'est Toulouse, c'est Bordeaux, après il y aura quelques joueurs de La Rochelle, etc. Et quand tu vois en Coupe d'Europe là, cette année, la différence qu'il y a entre Toulouse et Bordeaux et les autres équipes, mais tu as l'impression qu'ils ne jouent pas dans la même division. Ce que j'ai jamais vu... Ça n'a jamais été à ce point-là. Tu as raison de le signaler. Je n'ai jamais vu... Domination française comme ça, de 2 équipes françaises. Tout à fait. Il y en avait une parfois. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer que une domination soit aussi outrancière au niveau international, sachant que les autres nations... Ça fait 3 ans que les Français gagnent la Coupe d'Europe et on ne gagne pas le tournoi. C'est ça. Ouais, voilà. Et moi, souvent, les autres nations donnent la priorité vraiment à l'équipe nationale. Nous, en France, on est quand même toujours un peu le cul entre deux chaises, à savoir, on veut faciliter l'équipe, mais sur l'équipe de club, mais l'équipe nationale aussi. Donc, mais justement, Philippe, est-ce que la domination des clubs français, elle est liée certes au talent énorme des joueurs, mais aussi à la profondeur des effectifs? C'est-à-dire que Toulouse, Bordeaux, ils ont 30 joueurs de super niveau. Est-ce que quand on va réduire la France, l'Irlande, l'Angleterre à 23 joueurs, est-ce que les 23 meilleurs Français sont à des années-lumière des 23 meilleurs Irlandais et Anglais? Oui, là-dessus, tu as tout à fait raison. On voit les Anglais avec un salary cap très petit. Ils ont 18-20 bons joueurs. Après, c'est des jeunes joueurs. Et donc, là, ils ne rivalisent pas dans cette Coupe d'Europe. Mais ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que je trouve que l'équipe de France, là, quand tu vas annoncer l'équipe, Antoine Dupont et ses lieutenants, ils sont au sommet Ils sont au sommet, ils ont une expérience incroyable, ils commencent à avoir entre 30 et 50 sélections. C'est une équipe qui a de l'expérience, mais qui n'est pas vieillissante, alors que les Irlandais, ils ont beaucoup de joueurs qui sont vieillissants. Ils n'ont plus qu'un leur taulier au poste de demi d'ouverture. Et je trouve qu'il y a une grosse différence. Alors oui, ça va être compliqué, ça va être difficile contre l'Irlande, ça va être difficile contre l'Angleterre. Les Écossais qui pourtant jouaient très bien, là viennent perdre leur Tuipulotu, leur capitaine centre, et en plus on va les recevoir. Donc oui, l'Irlande est favorite parce qu'ils jouent 3 matchs à domicile et que nous c'est une année impaire, on joue que 2 matchs à domicile.
Mais sur ce tournoi, moi, je mettrais bien une petite pièce sur l'équipe de France. Bah, tant mieux. J'aime bien ton optimisme. 2 matchs à domicile pour les Irlandais, Philippe, il me semble. Ils se déplacent en Écosse, en Italie, et ils recevront que 2 fois la France. Ils recevront, mais ils reçoivent l'Angleterre. Donc encore plus, tu vois. L'Angleterre et la France. Très bien. Donc en Écosse, au Pays de Galles et en Italie, l'Irlande. Ouais. À noter que les provinces irlandaises, donc l'Ulster et le Munster affronteront Bordeaux et La Rochelle, et le Leinster est de l'autre côté du tableau. Ils sont cachés de l'autre côté. Ils recevront les Harlequins en 8e de finale. Alors, parlons maintenant de l'Angleterre, justement, les Anglais qui ont subi quelques belles dérouillées ce week-end, même si Sale, ton ancienne équipe, là c'était un peu le Saint-André-Ico, là, Sale Toulon, Sale a donc vengé l'honneur. 0-0 à la 35e, sur le Saint-André-Ico. Après, sincèrement, et c'est là où la dernière journée, alors bien sûr, c'est les droits télé, mais la dernière journée, tous les matchs doivent se jouer en même temps. Là, les Toulonnais, ils savaient avant de jouer qu'ils étaient premiers de groupe. Donc attends, automatiquement dans ta tête, Toulon actuellement, il fait 30 degrés, tu vas à Sale, il fait -5, il fait du vent, et en plus t'es qualifié, t'as pas envie de te blesser, t'as pas mal de joueurs qui vont être pris pour le tournoi des 6 nations. Sincèrement, je suis désolé pour les parieurs, moi on m'a demandé mardi ou mercredi, je dis oui, Toulon devrait gagner à Sale, ils en ont pris 30, mais... sincèrement, dans ta tête, quand tu sais que tu es premier du groupe et que tu n'as même pas besoin de récupérer un point, psychologiquement, c'est complètement différent. Tu lâches un peu. Alors, le 15 de la Rose que les Bleus affronteront, ce sera dès la 2e journée du tournoi, avec ce déplacement toujours périlleux à Twickenham, où les hommes en blanc voudront peut-être effacer le souvenir de la terrible raclée d'il y a 2 ans. Toi qui connais bien les Anglais, Philippe, est-ce que ça reste quelque part au fond de leur tête, cette rousse qu'on leur avait infligée à Twickenham? Non, mais c'est sûr, mettre 50 points à Twickenham, j'aurais aimé les mettre. je peux. On a souvent pris 50. Non, attends, joueur, entraîneur, oui, un coup, 52-38 ou un truc comme ça. Ah oui, c'est un mec de dingue, je me rappelle. Après, moi, je suis allé voir les Anglais lors des tests du mois de novembre. Ils ont perdu beaucoup de matchs, mais dans les dernières minutes, ils ont matché contre les All Blacks. Ils sont passés un peu à travers contre l'Australie. Alors oui, ça va être dur, le match va être dur, ils vont être motivés parce qu'ils ne veulent pas en prendre 50, mais tu te rends compte, quand tu te mets dans la tête des mecs de Leicester qui vont jouer, ils viennent d'en prendre 80 à Toulouse. Freddy Stewart, il va voir revenir 13 mecs. Les Saracens, actuellement, ils ont perdu contre Castres et il n'y a pas eu photo. Alors oui, le match va être dur, mais sur la qualité individuelle, la qualité collective, la vitesse d'exécution, actuellement, on est dessus. Alors ça va être très dur, c'est jamais facile à Twickenham, mais les Anglais ne sont pas en confiance, ne sont pas sûrs. Et puis quand même, quand tu vois les meilleurs Anglais actuellement, ils jouent en France. Et ils ne peuvent pas les sélectionner. Quand tu ne sélectionnes pas le 3e ligne du stade toulousain, Jacques Willis, mais c'est un assassinat. C'est le meilleur 3e ligne qu'ils ont. Donc oui, ils veulent faire comme les All Blacks. Ils disent on ne veut pas vendre des bijoux de famille. Donc les joueurs qui vont pas partir de l'Angleterre ne pourront pas jouer pour notre pays. Il faut quand même savoir que l'Angleterre, à cause du Covid, ils ont perdu 3 clubs. Les London Irish, Worcester et surtout Wasps. Ils ont perdu 3 clubs. 3 clubs, c'est pratiquement 110 joueurs professionnels. Les mecs, leur métier, c'est de jouer au rugby. Donc, à un moment donné, ils ont trouvé des contrats en France. Et tu les empêches de jouer pour leur équipe nationale. Mais là, ils se mettent un coup de fusil. On rappelle que l'Australie démarre un nouveau cycle un peu avec Mani Itoje qui est promu capitaine sur ce tournoi. T'as entendu le talonneur Jimmy George est fou parce que il l'a su 24 heures avant.
l'annonce. Exactement. Il faut dire que l'année 2024 des Anglais, 7 défaites en 12 matchs. Tu l'as dit, alors en novembre, ils sont toujours pas loin, mais ils ont 3 défaites sur 4 matchs. Hein. Ouais, bon, ils ont joué toutes les grosses nations du Sud. Pour le coup, ils ont fait une vraie tournée de novembre, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais c'est vrai que, et en plus, ils ont quelques blessés, notamment Underhill en 3e ligne qui est pas là, Furbank, leur ailier, Feyi Wabosso. Ils ont quelques pépins, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir autant, comme d'ailleurs les Irlandais, on a du mal à voir un renouvellement de génération chez les Anglais. Et c'est vrai que ça paraît compliqué pour cette équipe-là aujourd'hui d'exister. Puis comme tu l'as dit, quand tu vois les résultats en Coupe d'Europe, d'habitude tu mettais 80 points à Trévise ou à Parme. Mettre 80 points aux Anglais, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Moi je suis autant impressionné par Toulouse quand met 80 à Leicester que Castres qui vient gagner au Saracens. On se dit qu'il y a 10 ans, voir Castres venir gagner au Stone Stadium. Castres ne gagnait jamais les matchs de Coupe d'Europe. Pas gagné un match avec ça depuis le début de l'année. Et non, mais voilà, Saracens qui le gagne. Ça paraît fou. Ce que j'expliquais ce matin, en Coupe d'Europe, quand tu faisais un petit peu tourner, que tu n'allais pas avec tes tauliers, normalement en Angleterre, tu en prenais 40. Et là, tu vois que. Et ils ont même fait un peu tourner Castres. Hein. Oui, mais en faisant tourner, que ça soit Castres, on peut parler aussi de Toulon, parce que Toulon, à la 39e minute, il y avait 0-0. Et puis surtout, là. Leicester, tu avais l'impression qu'ils étaient d'une naïveté. Enfin, ça allait trop vite, le ballon allait trop vite. Quand tu te souviens de ce que c'était que cette équipe dans les années 90-2000 qui mettait des roustes à Toulouse, qui était vraiment un bastion. Avec des numéros en lettres. C'était des lettres en numéros dans leur dos. Ouais, les lettres. Non, mais surtout, il faut se souvenir d'une chose qui est quand même importante. Les Wasps, ce club n'existe plus, avaient créé un nouveau rugby. Et ils avaient mis 60 points au Stade Toulousain, au Wasps, et Guy Novès l'avait expliqué, ils savaient plus, ils avaient commencé à jouer par bloc, etc., les 3e lignes sur les ailes et tout, et ils avaient pris 50 points avec leurs titulaires. Et là, le Stade Toulousain avait été obligé de se revisiter, de revoir la conception de leur jeu, etc. Là, cette équipe-là, qui était une des... n'existe plus en Angleterre. Et là, actuellement, sincèrement, quand tu vois les Anglais, mais Gloucester, moi j'ai entraîné Gloucester. En Coupe d'Europe, on allait gagner à La Rochelle, on allait gagner à Bayonne. Là, Gloucester, ils en ont pris 60 à Bayonne. Ils ont pris 60 points. Et pourquoi aussi? Parce que maintenant, tu finis dernier, tu ne descends pas. L'année dernière, Newcastle, une victoire dans la saison. Ils sont restés, ils n'ont pas assez de clubs pour jouer en première division. Ils sont encore derniers d'ailleurs. Et ils sont que 10. Ils ont encore gagné 10 ou 11. En plus, ils avaient un numéro impair l'année dernière. Enfin, donc, c'est du n'importe quoi. Ils n'ont plus de droits télé. Les droits télé sont partagés avec la fédération anglaise. La fédération anglaise, d'abord, ils dépensent pour l'équipe d'Angleterre et pour Twickenham. Et donc, ces clubs-là, actuellement, sont en danger, alors que nous, notre génération, Philippe Sella, Laurent Cabane, dans les années 96, 97, 98, on est tous partis en Angleterre parce que c'était l'Eldorado, parce que le rugby était professionnel en Angleterre, que nous, en France, on l'avait refusé. Et là, actuellement... c'est fou, ce renversement de situation. Non, mais c'est incroyable. Ouais. L'Angleterre, qui en plus débute le tournoi par un match à Dublin face à l'Irlande quand même. Il y a des manières de débuter un peu moins rudes que celle-là quand même. Hein. Donc s'ils prennent une volée d'entrée... surtout que les Anglais avaient privé l'Irlande du Grand Chelem la saison dernière. Donc je pense que les Irlandais vont ne pas avoir oublié non plus ce dernier match de l'année dernière. Donc il va y avoir en plus un côté revanchard chez les Irlandais. Oui, c'est pas un cadeau pour les Anglais pour démarrer ce tournoi. On parlait de calendrier, tu l'as dit, Irlande en premier, ensuite ils reçoivent la France, ensuite ils reçoivent l'Écosse. Donc après 3 journées, on sait si c'est bon ou pas pour les Anglais. En revanche, ils gagnent les 3 matchs et ils sont lancés vers le Alors, cette Irlande-Angleterre, eh bien, les Bleus auront l'occasion de le regarder tranquillement, installé dans leur salon à Marcoussis. C'est confortable le salon à Marcoussis, Philippe. Hein, quand même, on est bien. On est bien. On est pas mal, les grands écrans. Avec ou sans bière? Ah non, on n'a plus le droit. Non, je sais pas. Ils sont dans un cadre privé, on n'est pas censé les voir. Après, je crois que ça dépend. C'est l'autorisation du management, non? C'est ce qu'avait dit Fabien Galtier, non?
Ouais, bon, ça dépend. Bon, après, imaginez qu'il n'y aura pas de bière. Non, ils sont en préparation. Ils sont en préparation, donc ça m'étonnerait. Les Bleus qui vont donc débuter leur tournoi le vendredi 31, 21h15, hein, toujours un peu plus tard. Bientôt, les matchs commenceront à minuit. Le premier adversaire, ce sera donc le Pays de Galles. Ces pauvres Gallois, on en parlait tout à l'heure, et qui ne sont plus que l'ombre des terrifiants dragons qui ont régné sur le rugby européen pendant tellement d'années. On rappelle quand même que le Pays de Galles était avec l'Angleterre, donc autre malade finalement. Le recordman de victoires dans le tournoi, 39 victoires chacun. Une victoire qui semble aujourd'hui complètement inatteignable. Je veux dire, le rugby gallois est quasiment en voie de disparition, Philippe. Ah, mais actuellement, les Italiens sont meilleurs que les... Ils les ont battus d'ailleurs l'année dernière. Ils sont meilleurs que les Gallois. Et puis même Benetton-Trévise, la province italienne qui a gagné La Rochelle. Alors qu'il n'y a plus de province galloise Tout à fait. Et puis en plus... tu vois pas le renouveau du rugby gallois. Ils sont vraiment dans une crise financière, sportive, de moins en moins de provinces. Non, le Pays de Galles, alors que ça a été une génération. Bon, moi, en tant que sélectionneur, c'est souvent mes plus mauvais souvenirs. Je n'ai pas gagné une fois contre le Pays de Galles en tant que sélectionneur. J'ai gagné l'Écosse à chaque fois, on a gagné on a gagné pratiquement toutes les nations, 2 nations que je n'ai pas gagnées durant ces 4 ans. Non, l'Irlande, on fait match nul, mais c'est le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande. Ouais. Et le Pays de Galles, il marchait sur tout le monde. Mais cet effondrement est quand même soudain. Il y a 4 ans, ils gagnaient le tournoi. Il y a 6 ans, ils remportaient mais ils ont aussi des gros problèmes. Ils ont des gros problèmes d'argent. On vous rappelle que l'année dernière, ils étaient à 2 doigts de faire grève avant le début du tournoi parce qu'ils avaient plus d'argent. La fédération n'a plus d'argent aussi au Pays de Galles. Donc les joueurs, eux, qui sont licenciés par la fédération, n'avaient plus d'argent. Ils avaient été pas loin de faire une grève juste avant le début du tournoi. Ils sont aussi dans des grosses problèmes financiers. Tu pourrais pas mutualiser, je sais pas, le rugby gallois, le rugby anglais, faire un championnat. On va leur dire. Toi qui leur as dit. Ça va. C'est une bonne idée. Je serais pas d'accord du tout. Par contre, ils ne peuvent pas jouer ensemble quand même parce que sincèrement, les Gallois, s'ils veulent gagner un match cette année, c'est l'Angleterre. Évidemment. T'as là des bonnes idées, mon Christophe. Là, honnêtement, il faut leur proposer ça aux Anglais. Et puis on met les Écossais avec aussi. On va être ravis. Les Écossais, non, c'est pas possible. Les Écossais sont bien meilleurs. Alors que les Écossais ont une belle génération de joueurs. Même si là, ils ont perdu quelques joueurs, dont leur capitaine, le 3/4 centre. Qui est leurs 2 capitaines, parce que Scott Cummings, le deuxième ligne, c'était les 2 co-captains et les 2 sont... Mais leur centre qui est sûrement actuellement le meilleur centre au monde. Alors, le niveau du Pays de Galles, donc on l'a vu. Formalité pour l'équipe de France, c'est bien de débuter par le Pays de Galles, ouais. Oui, un galop d'essai. Oui, c'est bien parce que on parle de joueurs qui sont pas. Il n'y a aucun risque à jouer le Pays de Galles. Sincèrement. Rappelle-toi l'Italie l'année dernière, hein, on en parlera tout à l'heure. On n'a pas gagné un match depuis la Coupe du Monde, quand même, le Pays de Galles. Oui, c'est tout à fait. Et en plus, on a quand même fait des bons tests au mois de novembre, l'équipe de France. Et c'est bien de commencer par un match a priori facile. Bon, il n'y a jamais un match facile au niveau international. Et en plus à domicile. Et surtout pour donner aussi un peu de caisse à nos joueurs de première ligne, voilà, parce qu'on sait que au niveau pilier droit, pilier gauche, on a des joueurs qui reviennent de blessures, qui sont pas actuellement, qui n'ont pas 80 minutes, même pas 50 minutes. Donc de jouer contre le Pays de Galles et de pouvoir déjà enchaîner un match international, d'avoir préparé aussi, d'être 3 semaines ensemble, je crois que c'est bien et c'est opportun de commencer par le Pays de Galles avant d'aller faire le crunch à Twickenham, où nous, bien sûr, on sera là, mais pour les supporter. Mais je pense que Fabien Galtier il est ravi aussi. On parlait de l'Angleterre qui démarre en Irlande. Je pense que très honnêtement, l'équipe de France aurait démarré en Irlande. Je pense qu'on aurait un débat de savoir qui serait le demi d'ouverture de l'équipe de France aujourd'hui. Je pense que démarrer contre le Pays de Galles, ça te permet aussi de remettre Romain Ntamak dans le bain, qui va pas avoir joué quasiment depuis 18 mois en équipe de France. Romain Ntamak qui n'a pas joué. On rappelle, blessé juste avant la Coupe du Monde, blessé. Donc tu vas pouvoir aussi remettre Romain Ntamak. Comme le dit Philippe, tu vas pouvoir relancer Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros qui vont avoir 2 ou 3 matchs de haut niveau, donc tu vas les relancer contre les Gallois. Ouni Antonio, tu vas pouvoir lui faire 40-45 minutes maximum. C'est te trouver une paire de centres aussi.
Exactement, c'est Bon, une entrée idéale pour Fabien Galtier, ce match-là où tu te dis que, allez, si t'es sérieux, on peut imaginer un carton rouge dès la 5e minute, mais logiquement, c'est un match que tu dois tranquillement gagner, et pour mettre tout ton jeu en place et remettre Romain Ntamak dans le bain du circuit international. Julien, je suis d'accord avec toi à 200%. On sent que vous avez travaillé ensemble à Montpellier. Des fois, je n'étais pas d'accord avec lui quand on bossait. C'est normal. Quand même, Bossa, il était souvent moins d'accord avec moi. Alors, on a vu l'Irlande, on a vu l'Angleterre, le Pays de Galles. Si on parlait de l'Italie, parce que l'Italie, quand même, a failli nous créer une belle surprise l'année dernière. Rappelez-vous ce match nul incroyable dans ce stade de Lille. Alors que. Merci Paolo Garbici. Oui, franchement, c'est un miracle. En plus, c'est un miracle qu'on réussisse ce match nul. Mais ça permet de ne pas entacher le bilan statistique de Fabien Galtier, puisque ce n'est pas une défaite de plus, et il tient à ce match nul qui n'est pas une défaite. Il nous l'a redit quand il est venu. Ah oui, il insiste. Il n'y a qu'une seule défaite sur l'année 2023-2024, et celle en Argentine dans des conditions particulières. Non, mais après, les Italiens, ils travaillent bien déjà. Ils ont des bons joueurs, ils ont des jeunes joueurs. Leur équipe de jeunes des moins de 20 ans, etc., progresse. Quesada, qui est un mec intelligent. Sincèrement, moi, je vois les Italiens mieux que le Pays de Galles sur le classement. Et c'est sûr qu'en plus, le match en Italie, les Italiens, eux, c'est des Latins. Le match qui est important pour eux, c'est contre l'équipe de France. Donc, le match en Italie contre l'équipe de France sera complexe, c'est sûr. Mais c'est une équipe qui est... Et puis, c'est une équipe qui joue. C'est une équipe... ils ont une identité de jeu. C'est plus une équipe qui se débarrasse du ballon, et ils sont très intéressants, et à l'image de Benetton Treviño qui progresse depuis 4-5 ans. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, que ça soit en Celtic League aussi, parce qu'ils font la Celtic League et qu'ils ont des résultats excellents, et là ils sont qualifiés. Je crois que c'est la première fois qu'ils sont qualifiés pour les phases finales, pour les 8e. Non, ils sont qualifiés Treviño, oui, bien sûr. Voilà. Ils vont à Castres. Et ils vont à Castres, et d'avoir gagné La Rochelle, qui a quand même gagné deux fois cette compétition. Non, donc les Italiens sont intéressants, ils sont beaux à avoir joué. L'année dernière, voilà, on s'en sort très très bien, mais on aurait perdu, il n'y avait pas photo. Après, on avait pris un carton rouge, mais dès qu'ils ont la main sur le ballon, ils trouvent des solutions, ils sont dans l'avancée, ils ont des beaux athlètes, et c'est une belle équipe. Faudra juste surveiller. Ils sont 7e dans la Ligue Celte, d'ailleurs, Philippe, devant Édimbourg, devant le Munster, devant les provinces galloises, même devant les provinces sud-africaines. Non, c'est 4 victoires, 4 défaites pour les Italiens, mais oui, tu sens qu'il y a une génération qui monte et que ça travaille tranquillement. Là aussi, un blessé peut-être, on parlait de Tupulotu avec l'Écosse. Menoncello, le meilleur joueur dernier tournoi de destination, qui est sorti KO après 2 minutes de jeu contre La Rochelle. On ne sait pas s'il a de nouvelles de lui, mais s'il y a les quelques semaines d'arrêt, ça peut lui faire manquer le début de ce tournoi, et c'est un joueur lui aussi très important dans cette équipe. Il sera là contre la France. Et on rappelle que les Italiens... Il y a Canonné qui est exceptionnel, leur numéro 8, qui est peut-être l'un. Philippe, tu parlais du centre écossais, mais Canonné, c'est le 3e italien, il est très phénoménal. Bon, excellent. Et on rappelle que l'Italie a obtenu son meilleur résultat dans le tournoi l'an dernier, en battant non seulement le Pays de Galles, mais également l'Écosse. Et en faisant match nul en France. Et match nul en France. Et malgré ça, ils avaient terminé avant-dernier du tournoi, parce que les résultats, les autres résultats n'avaient pas été en leur faveur. Alors, si tout va bien... Ils démarrent, Christophe, le tournoi sans se dire qu'ils vont faire la cuillère de bois, peut-être. C'est quand même déjà pour eux, t'imagines. C'est clair. Ils démarrent le tournoi pour les Gallois, par contre, non, mais pour eux, c'est déjà psychologiquement, ils démarrent en se disant on va peut-être pas finir avec 6 défaites. Mais les Gallois, Philippe en parlait tout à l'heure, pour éviter la cuillère de bois, je pense que ce sera le dernier match contre l'Angleterre, parce qu'avant ça, les Gallois, ils vont en Italie, ils reçoivent l'Irlande notamment. Le dernier match contre l'Angleterre, ça peut être le match qui peut sauver le tournoi gallois, sinon je vois pas comment ils peuvent éviter ces 5 défaites. Et il nous dit qu'ils vont jouer ensemble, les Gallois et les Anglais, alors que les Gallois... En rouge et blanc, en damier. Alors que les Gallois, ils pensent qu'à une chose, c'est de taper les Anglais. C'est le seul match. Je comprends pas pourquoi vous n'aimez pas ma proposition, quand même. Moi, je la trouvais très bonne. Je vais appeler Richard Poudjon. Je vais lui demander s'il est d'accord. Alors, si tout va bien pour les Bleus à Rome, bon, on peut quand même espérer battre l'Italie même chez elle. Si la semaine suivante, les Français réussissent l'exploit de battre l'Irlande, imaginez un peu l'euphorie dans laquelle nous serons à l'heure de recevoir l'Écosse au Stade de France pour le dernier match, celui du Grand Chelem. Un Grand Chelem qui, il faut le rappeler, n'a plus c'est-à-dire qu'on a été aussi gagné en Angleterre. Alors. Ah oui, là, on
a tout fait. Ah oui, on a tout fait. D'accord. On a gagné l'Angleterre, l'Irlande, on a battu tout le monde. On est pour le Grand Chelem, là. Là aussi. On a même gagné une sélection d'anglais de gallois. Vous aimez pas mes propositions aujourd'hui, décidément. Celle-là, je l'apprécie énormément. Vous n'avez pas envie qu'on gagne 4 fois de suite et qu'on joue le Grand Chelem face à l'Écosse. Vraiment, messieurs, ça va pas. On voit pas comment l'Écosse pourrait nous priver d'une telle joie. C'est oublié quand même un peu vite, Philippe, que les Écossais nous ont souvent par le passé justement servi de rabat-joie en nous battant, parfois de manière très surprenante lorsqu'on ne les attendait pas. Est-ce que cette équipe écossaise, malgré les absents dont on vient de parler, peut avoir son mot à dire dans son droit? Oui, parce qu'ils ont une très belle génération, ils ont un demi d'ouverture de classe mondiale, ils ont un coach qui les entraîne pratiquement maintenant depuis 6-7 ans, ils sont constants, leurs deux provinces, parce qu'ils ont deux provinces qui sont Édimbourg et Glasgow, c'est sérieux. Alors après, par contre, ils n'ont pas 5-6 joueurs à chaque poste, donc sincèrement, souvent les Écossais, il faut mieux les prendre en fin du tournoi qu'en début, parce qu'en fin de tournoi, ils ont toujours 3, 4, 5 blessés, et c'est une très belle équipe, mais ils n'ont pas 50 joueurs de très haut niveau, comme peut avoir la France actuellement, mais c'est vrai et puis surtout, ils jouent très bien au rugby, mais après, Tuipulotu, quand même, va être une grosse perte, parce que c'est lui, le centre, le 12, c'est lui qui les fait avancer très souvent sur les premiers temps de jeu, ils prennent le milieu du terrain, avec lui, il est capable de casser des plaquages, de libérer rapidement. Ils ont besoin, ils parlent du momentum, ils ont vraiment besoin sur le premier temps de jeu d'avancer pour pouvoir mettre de la vitesse et pour pouvoir accélérer. Et là, s'ils n'ont pas ce joueur quand même, ça va être plus complexe pour leur jeu. Et puis avec Hugh Jones, ils jouent tous les deux en club ensemble à Glasgow, ils ont été énormes contre le Racing, notamment lors du match de Champions Cup. Le fait d'en perdre un des deux, qui plus est ton capitaine, également ton deuxième capitaine, Scott Cummings, la deuxième ligne, et c'est compliqué. Et comme disait Philippe, les fins de tournoi, l'année dernière, les deux derniers matchs, ils perdent en Italie, ils perdent en Irlande, c'est sur ces fins de tournoi souvent que c'est compliqué. Donc pour le coup, on s'est plaint du calendrier des Bleus, mais recevoir l'Écosse pour le dernier match à la maison, c'est sans doute le meilleur moment pour les joueurs. Commencer par le Pays de Galles et finir par l'Écosse, c'est pas magique si on peut. Si on pouvait renverser l'Irlande et faire un France-Irlande, ce serait mieux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Tous les 2 ans, il fallait France-Irlande, l'année dernière, ça s'est pas très bien passé. Non, c'est vrai, tu as raison de le signaler. France-Écosse, ce sera donc le 15 mars prochain en clôture de ce tournoi 2025. Messieurs, on va finir par un petit pronostic. Est-ce que vous voyez l'équipe de France triompher dans ce tournoi? Philippe, oui. tu as mis un petit billet quand même. Ouais, moi je vois peut-être pas le Grand Chelem, mais France numéro 1. Irlande numéro 2. Grand Chelem ou non pour l'équipe de France? Non, mais donc on va ça voudrait dire qu'on perdrait où alors? Bon, on peut perdre ou en Irlande ou à Twickenham, mais on va quand même gagner le tournoi. France numéro 1, Irlande numéro 2, Angleterre 3, Écosse 4, Italien 5 et Pays de Galles 6. Si c'est l'Irlande qui nous bat, je vois pas comment l'Irlande pourrait terminer derrière nous. Hein. Oui, mais moi je pense comme Philippe, je pense qu'on va perdre en Angleterre, que l'Angleterre va perdre en Irlande. Et que nous, on va gagner en Irlande. Et on va finir premier. Non, mais je vois bonus et tout ça. Il y a les points de bonus, etc. Oui, ça compte. Ouais, voilà mon classement. D'accord. Vous êtes d'accord? Ouais, moi, je vois bien une victoire sans Grand Chelem aussi. Mais je nous vois plus perdre à Twickenham qu'à Dublin. D'accord. Ok. Moi, je me méfie des Irlandais quand même. Non, je sais pas. Oui. Je pense que le match est, comme tu dis Christophe, mais comme dit Christophe, si on doit en perdre un, logiquement, là, celui qu'on a le plus de chances de perdre, c'est plus en Irlande qu'en Angleterre. Et si on perd en Irlande, je vois pas comment les Irlandais perdront après contre l'Angleterre à domicile. Mais Julien, il est un peu rouquin, sa maman est irlandaise. C'est un Irlandais du Béarn. Il y en a, c'est une race à part. Merci mon Philippe de nous avoir accompagnés durant ce numéro de C'était un plaisir. Les poteaux. Et on te retrouve très bientôt à l'antenne, évidemment, tous les samedis après-midi lors du championnat, du top 14 et puis évidemment pendant le tournoi. Merci messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. On rentrera un peu plus dans le détail. On parlera de ce rugby gallois dont on a déjà évoqué les malheurs et on s'y intéressera un peu plus la semaine prochaine. Bonne semaine et à lundi prochain. Ciao.